Quatrième partie de ce débat, les freins éventuels au développement d'un marketing territorial qui soit plus orienté service. Vous avez déjà commencé de le faire, mais avant que de parler des freins, est-ce qu'on peut faire un petit peu un état des lieux? Est-ce qu'on est bon déjà en France, au sein de nos différents territoires, sur ce marketing des services à l'intérieur des territoires? Alors, je pense que la France était en retard. Oui. Voilà. Bon, mais on ne va pas faire du French bashing, puisque la France a fait beaucoup d'efforts sur sa capacité à appréhender le marketing territorial et à travers ça, finalement, la connaissance des clients. Mais je pense que sur les techniques, les méthodes et les expériences de marketing des services, on a de très beaux exemples en France, mais qui restent limités. Je donne un exemple, c'est Val Thorens, qui fait un travail remarquable dans la co-construction d'une offre de service avec ses clientèles touristiques. Il y en a d'autres, mais celle-ci est particulièrement souvent évoquée parce qu'elle est remarquable. Mais on a encore beaucoup à progresser là-dessus, parce que ça prend notre organisation en silo, à la française, de manière complètement différente, et donc la culture client, elle est transversale, et notre culture administrative, quelquefois, ou de fonctionnement est très en silo. Donc on a encore des progrès, mais moi ce que je constate au quotidien, c'est j'ai des interlocutrices et des interlocuteurs qui sont plutôt avenants sur le sujet, mais il manque de repères, et je pense qu'on a besoin d'éclairer décideurs et praticiens et hommes de terrain et femmes de terrain sur ce sujet-là pour nous placer au niveau des meilleurs, et les meilleurs, c'est souvent les pays anglo-saxons, les pays d'Europe du Nord. Oui, je rejoins complètement Vincent sur le dernier point. D'ailleurs, je constate ces derniers mois, j'ai été amené à faire des conférences sur le sujet qu'on traite là, la ville servicielle ou la ville service. Il y a quelques mois à la communauté urbaine de Lyon, j'en fais une ce soir en fait à Orléans devant des DIRCOM de collectivités d'entreprises autour de ce sujet-là. Donc, je sens qu'il y a un intérêt et je sens aussi ce besoin qu'évoque Vincent d'avoir des points de repère, c'est-à-dire des concepts clairs, des outils méthodologiques, de façon à se dire, ok, on sent bien tous qu'il y a un sujet, comment l'aborder maintenant concrètement? Et je pense que là, effectivement, sur la prise de conscience, je suis tout à fait d'accord avec Vincent, je pense qu'elle est là, je pense qu'elle est bien présente. Maintenant, c'est effectivement, ok, comment on passe à l'acte? Et c'est là où il faut, il faut un bagage conceptuel et méthodologique. Et là, pour autant, il va falloir quand même l'élaborer un petit peu. Il y a des choses qui existent, on parlait du marketing des services, qui a été plutôt conçu dans le monde de l'entreprise, dont on disait tout à l'heure qu'il s'adapte finalement relativement bien à ce contexte-là. Pour autant, je pense qu'il faut quand même élaborer et coélaborer des concepts et des outils méthodologiques qui soient vraiment, je dirais presque prêts à l'emploi pour que les collectivités et les acteurs globalement remontent en fait leurs manches et puis passent à l'acte en fait. Est-ce que l'un des freins, c'est pas tout simplement, si vous me passez l'expression, la qualité du produit? Vous êtes sur Paris-Île-de-France, on peut se dire, je prends une posture volontairement provocatrice, on peut se dire de toute façon, les Champs-Élysées et la Tour Eiffel, dans une vie de touriste, où qu'il soit dans le monde, il viendra les voir parce que, voilà, Paris, la ville lumière, etc. Et est-ce que ça, c'est pas un danger? Parce que maintenant, la concurrence est partout, y compris dans l'offre touristique. Là, je parle plus des services destinés aux touristes qu'à ceux destinés aux entreprises. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce qu'ont vécu les gens du luxe à un moment en disant Hermès ou Louis Vuitton, on peut faire la queue, de toute façon, nos sacs, on les achètera. Et puis ça a un petit peu changé maintenant. Je crois que la destination Paris-Île-de-France, en effet, est mondialement connue. C'est très atypique. On pourrait se dire, il suffit de vivre là-dessus. C'est la valeur de la marque. Elle est aussi forte, si ce n'est plus forte, que la plus grande compagnie mondiale en termes de soda. Donc on pourrait se dire, il n'y a rien à faire, ça vient tout seul. Et d'ailleurs, souvent on nous dit ça, on dit, pourquoi vous travaillez finalement? Ça peut être le réflexe encore. Dans la réalité, vous l'avez dit, les marchés sont extrêmement concurrentiels et les acteurs aujourd'hui ont pleinement pris conscience de ça. On a la compétition des pays développés. Regardez la transformation de Londres en 25 ans, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Il y a 25 ans, Londres, ce n'était pas extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu une ville vibrante, attractive, etc., etc. Donc nous, on a le même enjeu. Et en ce sens, le Grand Paris, c'est vraiment l'objectif de transformer la région capitale dans son ensemble à travers un projet qui n'est pas qu'un projet de métro. Et donc, c'est ces enjeux-là. Et quand j'écoute, moi, les hommes et femmes politiques, notre présidente, par exemple, de l'IAU, du Conseil régional, elle lance le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, SR2I, et avec un mot qui est il faut être compétitif à l'échelle internationale sur le marché touristique, sur le marché d'accueil d'investisseurs étrangers, bref, sur l'ensemble des marchés. Donc je crois qu'aujourd'hui, les acteurs franciliens, parisiens ont pleinement conscience
qu'il faut agir et qu'on a la chance de bénéficier d'une marque qui est connue, mais ça ne suffit pas dans la compétition internationale. Et on a des compétiteurs installés puissants et des nouveaux entrants nombreux qui veulent nous prendre des parts de marché. Et qu'on est en train, tout le monde est conscient de ça. Maintenant, il faut trouver le chemin de la réussite. Et c'est l'objet, entre guillemets, d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises depuis plusieurs années et qui vont s'accélérer dans les prochains mois à travers ces différents schémas, si je puis dire, de compétitivité et d'attractivité. D'accord. Quels seraient les autres freins majeurs au développement de cette culture des services au sein des territoires ? D'abord, complètement d'accord avec ce que vous posiez en préalable dans votre question. Le produit ne suffit plus. Enfin, je pense que c'est une prise de conscience, pour le coup, qui est en train d'arriver. Moi, je côtoie des industriels et je fais vraiment le parallèle. Vous évoquiez le juste, il est très juste, mais même indépendamment du luxe, tout un tas d'industriels avec lesquels je travaille en sont aujourd'hui à cette prise de conscience, en disant il y a eu un peu d'arrogance, parce qu'on était leader mondial, parce qu'on avait la technologie, et finalement, ces facteurs de différenciation-là tendent finalement à se réduire parce que les concurrents sont de plus en plus performants de ce point de vue-là aussi. Et finalement, cette arrogance autour du produit, finalement, le client viendra bien vers nous parce qu'on est les meilleurs. Eh bien, beaucoup d'industriels, de grands industriels français aujourd'hui prennent conscience que ce n'est plus suffisant et s'intéressent donc au service et s'intéressent donc à l'expérience de leurs clients. Je pense que pour les territoires, on est dans le même schéma. Après, je pense qu'il y a finalement une pensée globale autour du service qui peut-être a un peu manqué et qu'il faut réinstaller. C'est-à-dire que déjà, encore une fois, que l'ensemble de ces acteurs prennent conscience qu'eux-mêmes sont des prestataires de services, je le disais tout à l'heure, et globalement élaborent ensemble une pensée autour du service. Il y a l'aspect méthodologique, j'en parlais, c'est une chose, mais je pense qu'il y a vraiment un enjeu d'élaborer une pensée autour du service à l'échelle territoriale. Et Vincent, tout à l'heure, posait très nettement la question, c'est améliorer par les services son attractivité. Comment améliorer par les services son attractivité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi en tant qu'acteur ? Qu'est-ce que ça signifie en termes de vision stratégique ? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'action concrète ? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de méthode ? Et je pense que ce besoin que j'évoquais de clarifier finalement par les concepts et par les méthodes le comment ne nous exonère pas d'une réflexion sur le pourquoi et le vers quoi on veut aller. Et je pense que d'avoir des ambitions au-delà du produit, au-delà de l'offre, certes on a des atouts, certes on a des faiblesses, parfois les territoires ne sont pas forcément très gâtés, ce qui n'est évidemment pas le cas de Paris en termes de produits, en termes de destination, en termes d'offres. Eh bien, est-ce que finalement la qualité de l'expérience client, la qualité des services qu'on va offrir aux habitants et à nos visiteurs ou aux entreprises que l'on souhaiterait peuvent supplanter finalement une qualité moyenne, voire pas très bonne de l'offre, du produit quelque part? Eh bien, j'ai envie de dire oui, je crois. Et je crois que cette vision, il faut qu'elle s'installe, il faut que cette conviction s'installe, et il faut que des territoires prennent conscience qu'ils n'ont peut-être pas la meilleure offre, ils ne sont peut-être pas la meilleure destination, pour revenir à ta définition tout à l'heure, qui existe, mais il y a une énergie collective, il y a cette fierté qu'on évoquait, il y a des leviers à travers lesquels on va peut-être pouvoir être les meilleurs en termes de qualité de service et en termes d'expérience client. Et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir finalement… et je ferai le parallèle, je l'avais à l'esprit en préparant ce matin, je ne l'ai pas encore dit, mais je suis surpris que Vincent n'en ait pas parlé. Je pense aux hôteliers à Airbnb. C'est-à-dire que vous êtes un hôtelier, vous êtes le meilleur mondial, vous êtes Hilton, vous êtes Accor, vous êtes machin, vous pensez que vous êtes le plus fort du monde. Et d'un seul coup, débarque une start-up qui devient d'un seul coup le premier hôtelier, en quelques années, le premier hôtelier mondial. Qui en plus classe en fait ses hôtes maintenant. Et ici à l'Académie du Service, on a un de collaborateurs qui est au plus haut niveau et puis qu'on est très fiers à juste titre, Michael, et donc qui est reconnu par la communauté pour étant un très bon hôte quand il reçoit des visiteurs étrangers ici à Paris. Finalement, qui fait un extraordinaire métier que pourraient faire ou qu'auraient pu envisager les collectivités du point de vue du digital en se disant mais finalement Airbnb fait notre métier. On est à Paris ou ailleurs une somme d'habitants qui reçoivent très bien finalement les uns ou les autres, comment quelque part on est aussi un peu en alliance avec ces habitants-là, sans se mettre non plus les hôteliers à dos, alors là ça devient compliqué, tout en se disant comment je prélève ma dîme au passage, parce que quand même c'est important de prélever effectivement la taxe, mais on voit bien qu'il y a des sujets là qui sont extrêmement passionnants, extrêmement complexes, mais pour autant on s'y met parfois un peu des barrières, mais le privé ne nous attend pas, les habitants prennent l'initiative et le font, et comment, vous voyez, à un moment donné, on est capable de rattraper un petit peu ce mouvement-là. Donc
je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui avoir une vision extrêmement large en fait, du sujet et vraiment se poser les bonnes questions. Et le digital, on l'évoquait tout à l'heure, est un extraordinaire accélérateur qui pour le coup nous met un petit coup de pied aux fesses en disant attention les gars, ne vous endormez pas parce qu'il se passe plein de choses, à la fois de la part des acteurs privés, mais à la part de chacun en tant que citoyen, en tant qu'acteur, on prend son destin en main et on fait des choses. Et donc comment aussi on préempte en fait ce territoire-là, cet espace de service-là, en se disant, mais finalement, encore une fois, j'ai peut-être pas les meilleurs hôtels sur mon territoire, j'ai peut-être pas un hôtel de luxe, mais c'est pas grave, parce que j'ai peut-être quelque part des hôtes potentiels qui ont des lieux de vie extraordinaires, qui seraient prêts à accueillir des gens. Airbnb s'y intéresse peut-être pas trop, parce que je suis pas non plus une grande destination touristique mondiale. Ben, c'est pas grave, moi je peux préempter et je peux peut-être faire quelque chose de novateur. Et je pense qu'il y a des espaces entiers qui ne consistent pas à faire, qui consistent à faire et à organiser le système. Et le digital le permet merveilleusement, en préemptant en fait ce sujet-là pour faire des choses innovantes. Et là, je pense qu'il y a vraiment pléthore de choses à faire. Quel que soit son territoire, innover sur la base de son identité. On revient finalement à ce qu'était notre introduction sur ce sujet, connaître son identité, ce qui n'empêche pas ensuite d'être innovant dans la manière de la faire percevoir et de la faire vivre. Si je peux me permettre, je pense que small is beautiful. Dans ce contexte. C'est-à-dire on voit que les territoires qui arrivent à être hospitaliers sont des territoires d'abord petits parce qu'ils arrivent à rassembler les acteurs et ils arrivent à construire des choses avec les acteurs. Et moi je le dis beaucoup parce qu'on conseille beaucoup, en fait, beaucoup de collectivités un peu partout et justement des territoires qui disent mais moi je suis pas Paris, je suis pas Lyon, je suis pas New York, etc. Ben, c'est super, parce que justement vous êtes cette proximité, on vous reconnaît cette proximité, mais il faut changer votre façon de travailler la proximité. Et c'est la façon dont vous allez concevoir l'expérience de vos visiteurs, parce que vous allez faire et ce que vous avez aidé les autres à faire. Et je reviens sur Airbnb, ce que j'aurais rajouté à ce que tu as dit avec justesse, c'est qu'en fait Airbnb aide les autres. C'est-à-dire que de plus en plus, il les aide à vendre la destination. Et en ce sens, Airbnb devient le premier comité mondial du tourisme finalement. Parce qu'en fait, il pousse et il donne finalement des outils qui aident, des clés à tout à chacun à faire du marketing. Bon, mais ça reste Airbnb. Et là, il y a un vrai rôle, entre guillemets, des acteurs publics-privés. C'est aussi construire ces messages sur la destination, construire aussi les petits lieux sympathiques. Par exemple, être un Parisien, il y a Be a Parisian, qui est une très belle expérience francilienne. Ben voilà, les gens à l'international, ils veulent vivre comme les locaux. Et les acteurs locaux connaissent ça, connaissent les lieux, les petites astuces. Maintenant, il faut les passer, il ne faut pas uniquement vouloir les passer que par ses propres outils. Il faut aider celles et ceux qui, quelque part, font partie de la chaîne d'accueil, y compris l'habitant, y compris celui qui possède un appartement, une maison en bord de mer, etc. L'aider, s'il souhaite être sur une plateforme, à, entre guillemets, bien vendre la destination, parce qu'il est aujourd'hui une des composantes, je dirais, fortes, demain majeures, de l'attractivité des territoires sur des segments de marché comme le tourisme, mais aussi on peut penser au tourisme d'affaires et aussi on peut penser sur un certain nombre d'autres sujets qui peuvent être l'accueil tout simplement d'entreprises.